Nous aspirons à faire entendre notre voix dans le débat public, à faire mentir les pronostics des faiseurs d'opinion qui destinaient les jeunes générations à se fondre dans un modèle supranational et foncièrement concurrentiel du partage des savoirs. Nous considérons que la nation est un bien précieux et que ce bien doit être pérennisé pour nos contemporains et pour ceux qui viendront après nous. Si nous avons choisi Marianne pour symbole, c'est avant tout parce qu'elle incarne les valeurs d'une méritocratie en laquelle nous croyons et qui est aujourd'hui en péril. Nous sommes les enfants de l'école de la République, cette école qui a su pendant des décennies allier l'égalité à l'excellence, la réussite personnelle à l'intérêt général. Alors même que l'État se désengage toujours davantage de ce rôle de garant des valeurs de la République, Marianne doit être le symbole de la récompense, de l'effort, de la reconnaissance de la valeur de chacun, ainsi que de l'exigence et de la rigueur des formations et des attentes. Cette méritocratie doit s'étendre au-delà des murs de l'école. Elle doit permettre aux jeunes de trouver leur place dans un monde du travail de plus en plus incertain et servir de rempart à leur précarisation rampante. Marianne est protectrice des faibles face à la loi du plus fort. Réunis au sein de ce nouveau collectif Marianne, nous nous fixions 4 objectifs majeurs. Éveiller les consciences face à la dépolitisation et libérer une tribune pour la jeunesse patriote, constituer une force de proposition étudiante pour la jeunesse et par la jeunesse, préparer l'avenir face à la montée des incertitudes économiques et sociales, et enfin étudier la place de la jeunesse étudiante à l'étranger. Je ne développerai que le premier de ces 4 points, laissant ensuite la parole à mes voisins pour les 3 suivants. Le faible taux de participation aux élections nationales des jeunes générations par rapport aux autres catégories de la population, problème qui se manifeste aussi et de manière inquiétante dans les élections étudiantes, était notre constat d'une dépolitisation de la jeunesse de France. S'il faut un exemple, prenons 3 élections étudiantes du mois passé. Celle tout d'abord des 11 et 12 février 2014 à l'Université de Bourgogne. Inscrits 26 711, votants 4 410. Nous voilà face à une participation relativement haute par les temps qui courent. 16,5% des étudiants inscrits ont voté. Celle des 10 et 11 février 2014 à Nanterre ensuite. Inscrits 32 457, votants 3 257. Nous sommes ici plus proches de la moyenne nationale, 10% des étudiants inscrits ont voté. Enfin, celle des 26 et 27 février 2014 à Lyon 2. Inscrits 28 828, votants 2 363. On atteint des scores abyssaux, 8% des étudiants inscrits ont voté. Nul besoin de prolonger cette litanie mourante des pourcentages. Les faits sont là et ils sont peu reluisants. Mais nous ne nous résignons pas. Le collectif Marianne est né de la volonté d'enrayer cette dépolitisation. Pour l'enrayer, il faut en comprendre les causes. Tentons de les nommer. Tout d'abord, le problème de la massification sans précédent des cycles universitaires auxquels les lois Pécresse et Fioraso n'ont apporté aucune réponse concrète. Elles se sont contentées, sous prétexte d'autonomie des universités, de désengager encore davantage l'État. En conséquence, une poignée d'élus, dont la légitimité ne tient qu'à quelques maigres voix, représente dorénavant toute une population étudiante, peu impliquée et peu informée des enjeux. Ensuite, l'ouverture sans contrôle des formations et des diplômes, qui ont entraîné, notamment dans les grandes écoles, pensons aux écoles normales supérieures notamment, une multiplication des statuts et une mise en concurrence des élèves entre eux pour les logements, les bourses ou encore les directions de recherche. Les étudiants partagent de plus en plus difficilement l'intérêt commun qui est au fondement d'un vote démocratique. Enfin, la prégnance de syndicats moribonds, en particulier de l'UNEF, ont privilégié leurs prérogatives et leur partisanerie sur l'intérêt des étudiants. Notamment, et j'insiste sur ce point, dans le cas des mutuelles étudiantes. Malgré une augmentation interannuelle ininterrompue des droits obligatoires pour les étudiants, les mutuelles affichent des déficits inquiétants. La LNDE cumulait plus de 23 millions d'euros de pertes sur 10 ans au 31 décembre 2011. Et cela sans que l'UNEF ne fasse mine de s'en inquiéter. Si notre démarche n'est pas celle d'un syndicat étudiant, nous ne pouvons pas ne pas dénoncer ces dérives. Sans compter une dernière cause qui s'ajoute à celle déjà citée. L'opacité entretenue sur les réformes en cours par les gouvernements successifs. La dépolitisation n'est pas seulement un fait, c'est aussi un moyen, le moyen de détourner des vrais enjeux. Derrière la vitrine d'une démocratie participative, vide de sens à l'université,
se cache en réalité une volonté de démantèlement du modèle d'enseignement supérieur français et de ses spécificités patiemment édifiées depuis des siècles. Voilà notre constat. Nous tenterons de construire à nouveau sur ce terrain ravagé. Nous tenterons de représenter au mieux les idées patriotes auprès de la jeunesse étudiante pour en faire comprendre toute la légitimité dans les temps qui s'annoncent. Publications, entretiens, revues de lecture, comptes rendus d'expositions de films permettront de former un socle commun pour la diffusion de la parole patriote chez les jeunes de tous horizons et de toute origine politique. Il existe une jeunesse fière de son pays sur les bancs des écoles françaises. Une jeunesse qui aime la France et qui souhaite la voir se développer aussi bien économiquement que scientifiquement et culturellement, et défendre ses intérêts sur la scène internationale. Cette jeunesse s'oppose au délitement des nations et des identités dans un magma qui n'aurait de fédérateur que la société de consommation pour les plus favorisés et la précarité pour les plus pauvres. C'est une tribune que nous offrons à toutes les bonnes volontés qui veulent œuvrer avec nous au redressement de notre système d'enseignement supérieur et de recherche. Bien, chers amis, écoutez, je tiens tout d'abord à remercier les étudiants assis autour de cette table, tant pour la verve de leur discours que pour la sincérité manifeste de leur engagement patriote. C'est cet engagement, je crois, qui fera demain se lever, comme vous tous, des dizaines, des centaines, des milliers d'autres étudiants de France autour d'un même projet, celui du redressement national. Je salue au passage ceux qui, je le sais, sont venus ici alors même qu'ils n'appartiennent pas nécessairement à notre famille politique, mais qui ont à cœur l'intérêt de notre pays. Le collectif Marianne entend apporter sa pierre à l'édifice immense qui s'annonce, et il ne sera pas de trop. Toutes les forces vives de la nation doivent concourir à cette tâche. C'est pourquoi je remercie également le collectif Racine, le collectif des enseignants patriotes, représenté ici par Alain Vélo et Yannick Jaffray, que j'ai vu dans la salle, d'être le parrain de l'initiative de cette nouvelle jeunesse française. Notre pays est en train d'engendrer, malgré l'uniformisation, malgré les intimidations, malgré le spectre du défaitisme, une génération patriote qui entend se battre pied à pied pour recouvrir sa souveraineté perdue. Elle ne cédera pas aux sirènes des professionnels du dénigrement, ceux qui, il y a peu, enjoignaient dans les colonnes de Libération les jeunes Français à se barrer, assurant que leur salut était ailleurs, dans un ailleurs fantasmé aussi idéal qu'irréel. On aime l'autre bout du monde pour être dispensé d'aimer ses propres voisins. Le dénigrement de la France est plus insidieux encore. Il s'introduit au sein même du gouvernement. Notre ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ne tarit pas d'éloges pour tout ce qui dépasse le cadre étroit de nos vieilles frontières hexagonales. Je n'ai besoin que d'un exemple. Une Silicon Valley à la française, c'est possible, claironne-t-elle dans le Huffington Post. Grand bien nous fasse. Mais encore, Madame Fioraso. Pourquoi vouloir à tout prix chercher à l'autre bout du monde l'inspiration qui vous manque ici? Je cite, « À l'origine même du développement de la Silicon Valley se trouvent les universités américaines. Partout dans le monde, on retrouve ce modèle d'innovation fondé sur des grands campus. » Fin de citation. Voyez comme elle se trahit dès la deuxième phrase. On dirait un retour malencontreux du refoulé, ce « partout dans le monde ». Elle avoue, Madame Fioraso, elle avoue au détour d'une phrase que partout dans le monde, c'est la même chose. Partout dans le monde, on copie les États-Unis. Partout dans le monde, on s'aligne sur les exigences anglo-saxonnes. On vient même nous demander d'enseigner en anglais. Bref, partout dans le monde, on fait comme tout le monde. Mais Madame Fioraso, je vous le demande, pourquoi diable imiter servilement ce qui existe partout dans le monde, surtout quand le modèle choisi est un pays où l'ultralibéralisme règne en maître, même à l'université? Grenouille de bénitier de cet ultralibéralisme, Madame Fioraso ne jure que par la culture du risque. On souhaiterait la voir aussi prompte à se soucier des risques qui planent sur la culture. On en oublierait presque avec toutes ces histoires que la France a un passé glorieux en matière d'enseignement supérieur et de recherche. Elle a son modèle bien à elle, qu'elle a patiemment construit au fil des siècles. La Sorbonne, cette grande dame à laquelle on doit tous les égards, dû à son âge,
nous a donné d'innombrables grands professeurs, certains génies aussi, et des générations entières d'étudiants formés à la rigueur scientifique, à l'exactitude historique, à l'interprétation littéraire. Elle a formé des milliers d'étudiants étrangers qui venaient chercher en France ce qu'on ne pouvait pas trouver ailleurs, ce qu'il n'y avait pas donc partout dans le monde. Les grandes écoles françaises sont encore des viviers d'intelligence, ainsi que les classes préparatoires. C'est ce patrimoine qui est aujourd'hui menacé. Et les jeunes générations sont les premières à être visées. Le projet de l'université Paris-Saclay, dont bien entendu la presse ne dit absolument rien, associe 20 établissements, 2 universités, 11 grandes écoles et 7 organismes de recherche pour, je cite encore, répondre aux défis de la compétition globale pour l'enseignement, la recherche et l'innovation. Compétition globale pour l'enseignement. Vous rendez-vous compte de la violence que recouvre cette expression sous son vernis de modernité? Elle institue la loi de la jungle dans le savoir. On veut que l'enseignement supérieur français devienne un supermarché du savoir. Dans l'esprit de la Ve République, les grandes écoles formaient des serviteurs de l'État. On veut qu'elles servent dorénavant des intérêts privés. Mais au fait, nous dit-on que Danone s'est implanté sur le plateau de Saclay, que Kraft Foods, qu'Alcatel-Lucent, que Dassault Aviation sont aussi implantés sur le plateau de Saclay, que Saclay va devenir un lieu de lobbying féroce de la recherche où les intérêts des grands groupes de l'agroalimentaire, de l'armement, des télécoms entreront directement en conflit avec le principe de l'indépendance des chercheurs? S'est-on interrogé une seule seconde sur le caractère inéluctable d'une telle concentration? Nous parle-t-on également de l'opération Phoenix, initiée dans des universités comme la Sorbonne, opération par laquelle on encourage des étudiants en lettres, en philosophie, en histoire, à aller faire du consulting pour des multinationales comme Coca-Cola ou AXA Bank? Nous parle-t-on encore des MOOC, ces nouveaux cours en ligne massifs où l'on peut atteindre un ratio de 10 000 étudiants pour un professeur, et où les validations de cours se font de plus en plus par logiciel informatique, entraînant une déshumanisation totale de l'apprentissage. Vous voyez à quel point l'initiative du collectif Marianne est nécessaire? Elle est même vitale. Il faut dissiper l'opacité qui règne sur le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le collectif Marianne est une vigie. Il doit informer nos concitoyens, informer les étudiants et plus généralement les jeunes des grandes transformations qui sont à l'œuvre et dont les enjeux sont le plus souvent dissimulés derrière le paravent du progrès. Il doit analyser, décortiquer, exposer les questions brûlantes de l'actualité étudiante pour que la vision patriote que nous défendons ait voix au chapitre. Pas question de faire ressurgir une quelconque partisanerie malvenue, mais au contraire, d'étayer nos thèses, de justifier nos positions, de donner à toutes et à tous les clés pour comprendre le modèle que nous défendons. C'est une plateforme de réflexion et de proposition pour la jeunesse dont nous avons besoin. Le collectif Marianne doit aussi faire la généalogie de cette libéralisation sauvage que nous évoquions. Une généalogie qui, elle aussi, cache bien son jeu. Car d'où vient cette intrusion de la logique du profit sans règles dans le monde étudiant? D'où viennent ces accusations d'archaïsme, de repli sur soi, de peur du progrès lancées au visage de nos vieilles institutions d'enseignement? Des mêmes qui aujourd'hui font mine de se désoler de la baisse généralisée de la valeur des diplômes et de la disparition de la curiosité désintéressée des jeunes face au savoir. Cette génération mai 68 qui voulait la peau des réactionnaires de la Sorbonne et qui a pavé la route des spéculateurs. Ils déplorent les effets dont ils chérissent les causes, comme disait Bossuet. Eh bien, la jeunesse qui se lève aujourd'hui doit s'affirmer et se démarquer des caricatures que l'on a faites d'elle. Non, vous n'êtes plus contraints à être les héritiers de mai 68. Non, vous n'avez pas à vous plier à l'idéologie du renoncement à la nation. Non, vous n'avez pas à imiter le modèle usé jusqu'à la corde de l'étudiant Cohn-Bendit, Dany le Rouge, comme on l'appelait, Dany le Rouge, puis Dany le Rose, pas hélas tout pâli, puis Dany le Vert, Dany le Chevalier Blanc, enfin, ou plutôt Dany le sombre personnage,
car ne l'oublions pas, si en optique la synthèse additive des couleurs donne du blanc, il en va en politique comme en peinture, la synthèse soustractive des couleurs ne donne que du noir. Est-ce cela? Est-ce ce mélange d'arrivisme et de contestation creuse qui doit définir la jeunesse? Je ne le crois pas. J'estime qu'elle vaut mieux que cela. On doit néanmoins reconnaître la force des symboles. Mai 68 a été un symbole, nous pouvons le nier. Même si ce symbole a été terni. Il vivote, il survit, car rien n'est venu le remplacer. Il nous faut un nouveau paradigme. Et dans cette mesure, le choix du collectif Marianne est judicieux. Marianne est le symbole d'une méritocratie à rebâtir après des décennies de décrépitude. Elle est le symbole d'une république qui fait passer l'intérêt général avant les intérêts privés, tout en sauvegardant la liberté de chacun. Liberté dans la recherche, liberté dans l'enseignement, liberté dans le choix de tout étudiant de tracer sa route, mais liberté qui, pour ne pas être un vain mot, doit s'accompagner de rigueur, de détermination et de constance. Marianne n'est qu'une allégorie, mais c'est là aussi toute sa force. C'est à vous de lui insuffler un sens nouveau, à vous d'arriver à fédérer la jeunesse sous sa bannière. Prenez part au débat public, montrez au peuple français les ressources dont recèlent les jeunes générations. Au début de l'année 1968, à quelques mois des événements de mai, un journaliste écrivait « La France s'ennuie ». Aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous permettre ce luxe. La France ne s'ennuie plus, elle s'enfonce. L'urgence de notre situation requiert une coalition de toutes les forces citoyennes dans le projet d'une restauration républicaine. Je souhaite au collectif Marianne tout le succès et toute la reconnaissance qu'il mérite pour œuvrer en ce sens. Alors vive le collectif Marianne, vive la République et vive la France. Les syndicats étudiants aujourd'hui sont vraiment considérés comme totalement à la botte, à la main des partis politiques. Il n'y a pas un étudiant, à mon avis, qui a le sentiment que les syndicats étudiants sont là pour défendre les intérêts des étudiants. Ils sont là pour faire le coup de force, ils sont là pour faire la claque dans les meetings, ils sont là pour être le vivier, en quelque sorte, des futurs candidats du PS ou de l'UMP. Et c'est vrai que c'est regrettable, mais face à cette situation, le risque est grand. Si on monte un syndicat étudiant, l'on nous mette sur le dos la même image, hein, c'est-à-dire, bon, bah, voilà, ils ont créé un petit vivier. Je pense que le collectif Marianne a une ambition qui est beaucoup plus profonde et beaucoup plus large et beaucoup plus construite que ce que sont devenus aujourd'hui, hélas, les syndicats étudiants. Vous verrez, j'en pense pas mieux des autres syndicats, vous le savez. Donc,